23 h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Pour célébrer l'excellence des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Niger, le président de la République Alassane Ouattara a offert dans la soirée d'hier un dîner à son homologue du Niger, Mohamed Bazoum, en visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Le président nigérien Mohamed Bazoum qui a d'ailleurs regagné son pays ce vendredi après-midi. La première dame du Niger, Hadiza Bazoum, accompagne son époux dans le cadre de cette visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par la première dame Dominique Ouattara à son cabinet. Les deux premières dames ont évoqué l'idée d'un partenariat entre leurs fondations. Nous ferons le point de cette rencontre avec Jérôme Kofi Amola. Le poste à péage de Grand Bassam a été inauguré ce vendredi matin par le ministre de l'Équipement, de l'Entretien routier Amédée Kofi Kouakou. Les usagers du trajet Abidjan-Bassam devront désormais s'acquitter des tarifs appliqués par le fonds d'entretien routier en fonction de la catégorie de leur véhicule. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Nous le disions à l'instant également dans les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a raccompagné dans l'après-midi de ce vendredi à 24 juin 2022 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Louis son homologue nigérien Mohamed Bazoum à l'issue de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, comme vous pouvez éventuellement le constater sur ces images. Et puis dans le cadre de cette visite officielle qu'il effectue en Côte d'Ivoire, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a reçu les clés d'Abidjan et le parchemin citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan. C'est à l'hôtel de ville dans la commune du Plateau. Hôtel du district d'Abidjan, la salle Félix Houphouët-Boigny, le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, honoré par le district autonome d'Abidjan au deuxième et dernier jour de sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Cela pour célébrer l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger et contribuer au renforcement des liens étroits qui unissent les deux pays. La signature hier de 5 accords de coopération avec votre aîné, le président Alassane Ouattara, est le signe de la solidité et de la fertilité de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Niger. C'est pourquoi aussi, s'appuyant sur votre parcours exceptionnel, qui est tout à la fois un grand livre d'expérience syndicale et politique et un engagement pour tous ceux qui aspirent à la gestion des hommes et des femmes, vos frères et sœurs du district autonome d'Abidjan, les chefs traditionnels que voici, les chefs religieux, en accord avec les plus hautes autorités de l'État et les maires d'Abidjan, vous prient d'accepter les clés de la ville d'Abidjan en qualité de citoyens d'honneur de la ville d'Abidjan. Le président nigérien Mohamed Bazoum reçoit ainsi des mains du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan les clés et le parchemin de citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Le président Mohamed Bazoum a également été fait chef traditionnel par la notabilité Achan du district autonome d'Abidjan avec pour nom de règne Bouegneyo, homme éclairé de la famille Achado et la génération Tchagba, avant de recevoir les attributs dus à son rang. Le chef de l'État nigérien s'est dit heureux et honoré d'appartenir à la génération Achado. Cet événement va assurément me marquer pour toujours. Je ne pense pas qu'il y ait symbole plus fort que tout ce qui vient d'être déployé pour m'élever à ce statut qui m'honore et qui honore tout le peuple du Niger que je représente ici. C'est un témoignage de l'amitié que le président Alassane Ouattara nourrit vis-à-vis du Niger. J'ai été particulièrement sensible à tous les mots très gentils que vous avez eu à dire à l'endroit de la communauté nigérienne qui vit en Côte d'Ivoire. Le président nigérien Mohamed Bazoum a par ailleurs indiqué
que cette cérémonie en son honneur est la consécration d'une histoire que la Côte d'Ivoire et le Niger ont en partage. On le sait, Amani Diori et Félix Houphouët-Boigny, les pères fondateurs de ces deux pays, ont milité ensemble au sein du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Un reportage signé à Ouattouré et le chef de l'État du Niger, Mohamed Bazoum, qui a d'ailleurs visité les installations de la compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel Avridi dans la commune de Port-Boué. Il était accompagné pour l'occasion par le vice-président de la République, Tiemoko Amélié de Koné. Premier titre donc de cette édition pour célébrer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a offert dans la soirée d'hier un dîner à son homologue du Niger, Mohamed Bazoum. La Côte d'Ivoire et le Niger, appelons-le, sont unis par une amitié vieille de plusieurs années. Un témoin de ce dîner offert par le président Ouattara au président nigérien Mohamed Bazoum, Alexis Ouedraogo. Pour l'amitié et la fraternité entre Ivoiriens et Nigériens. Jeudi soir, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, les chefs d'État Alassane Ouattara et Mohamed Bazoum célèbrent l'excellence des relations entre leurs deux pays. Le président nigérien et son épouse sont élevés dans l'ordre national. Je voudrais ici vous exprimer ma disponibilité à constituer avec vous un tandem pour la promotion des valeurs de la paix, de la sécurité et de la démocratie dans l'espace UEMOA, CEDEAO ainsi que dans les instances de l'Union africaine. Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements et vous assurer de ma profonde gratitude pour l'honneur que vous me faites, ainsi qu'à mon épouse. Le Niger et son peuple seront heureux de vous recevoir à Niamey, en compagnie de Madame la Première Dame, en visite officielle au Niger, à une date à votre convenance, afin que nous puissions continuer le travail de raffermissement et de développement des relations bilatérales nigéro-ivoiriennes. L'occasion pour Alassane Ouattara de réitérer sa détermination à œuvrer au raffermissement de cette longue relation d'amitié et de coopération. Je voudrais à cet égard me féliciter de la signature de 5 accords de coopération entre nos deux pays dans les domaines politiques, de la sécurité et lutte contre le terrorisme, des hydrocarbures, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et des ressources animales. La réalisation de cet engagement n'est possible que si la paix et la stabilité règnent à l'intérieur et aux frontières de chacun de nos États. Je voudrais donc vous réitérer la compassion du gouvernement et du peuple ivoirien suite aux différentes attaques terroristes perpétrées sur le territoire nigérien et manifester notre solidarité au peuple et au gouvernement nigérien dans la lutte inlassable sous votre leadership contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent dans notre sous-région. S'agissant particulièrement du terrorisme, il nous faut renforcer davantage notre coopération dans la lutte contre ce fléau et mutualiser nos efforts et nos moyens. Notons que les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à plus de 71 milliards de francs CFA en 2020. Deuxième titre de cette édition, la première dame du Niger, Hadissa Bazoum, qui accompagnait son époux dans le cadre de cette visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire, a été reçue par la première dame, Dominique Ouattara, à son cabinet. Les deux premières dames ont ensemble parlé partenariat pour ce qui relève des activités menées par leurs fondations respectives. Jérôme Kofi Abola nous en parle. Quand une première dame accueille une autre, Dominique Ouattara a eu pour hôte ce vendredi la première dame du Niger, dont l'époux, depuis jeudi, effectue une visite officielle de 48 heures en terre ivoirienne. Les deux premières dames, après s'être retrouvées au cabinet de la présidente de Children of Africa, ont longuement échangé sur le partage des expériences en vue d'un partenariat sûr entre leurs fondations respectives. Je suis très ravie de cette rencontre qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et je la félicite et je félicite aussi l'équipe de la Fondation pour le travail excellent qui a été bâti ici. Et vraiment, c'est un modèle pour nous. Nous lui avons expliqué ce que nous faisions. Nous avons beaucoup parlé de l'hôpital, mère-enfant, du FAFSI,
de l'école d'excellence et de la façon dont nous travaillons. Donc voilà, ça s'est bien passé. Ouais. On a échangé nos expériences et je pense que c'était très utile, je crois. On a en Côte d'Ivoire la Fondation Children of Africa avec la première dame Dominique Ouattara et au Niger, la Fondation Nour avec la première dame Hadiza Bazoum. Les deux fondations ont plusieurs points en commun, notamment la promotion de l'égalité des sexes ainsi que l'autonomisation des femmes et des jeunes, sans compter l'amélioration de la santé et le bien-être des populations. Direction Rabat, au Maroc, où la 28e session de l'Assemblée régionale de l'Afrique de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a pris fin ce vendredi. À plusieurs délégations parlementaires de pays francophones ont débattu de divers sujets, notamment la promotion de la femme dans la sphère économique, l'intégration et le développement, la démocratie et la stabilité sur le continent ont été les sujets au cœur des débats. Les travaux ont été présidés par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il a exhorté les parlementaires des États francophones à être des acteurs clés du rayonnement de l'Afrique. On voit cela avec Konaté Moussa. La ZLECAf, zone de libre-échange de l'Afrique, une chance pour l'intégration et le développement. C'est l'un des thèmes développés à la 28e session régionale Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie à Rabat, au Maroc. Les sections africaines de l'APF souhaitent la mise en œuvre effective de la ZLECAf afin de relever les nombreux défis économiques. Au moment où le monde se regroupe, partout vous voyez en Europe aujourd'hui, à la lutte pour amener les gens dans l'Union européenne, c'est pour devenir plus forts. Nous en Afrique, nous avons besoin d'aller à ce genre d'union, surtout sur le plan économique, sur le plan de nos échanges. C'est notre voie de salut aujourd'hui, la ZLECAf. L'intégration africaine a été toujours un projet, mais qui reste souvent politique. Nous n'avons pas le temps de nous pencher sur l'aspect économique. Et c'est la ZLECAf qui est la réponse. Plusieurs autres thématiques débattues au cours des assises, notamment l'implication des parlementaires francophones de l'Afrique aux questions de l'environnement et du changement climatique, la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale dans les États francophones. Je pense qu'à l'instar de notre pays déjà, le Sénégal, tous les pays africains, principalement aussi de la CEDEAO, et de l'espace francophone font des efforts de plus en plus palpables et décisifs dans la vie politique courante. Je vois qu'en Côte d'Ivoire déjà, il y a eu un bond très important. Il y a une loi qui a été votée récemment qui demande aux partis politiques d'inscrire plus de femmes aux élections prochaines qui seront en 2023. Et là, c'est déjà un effort du gouvernement qui demande la participation active de la femme dans les prises de décision. La communauté parlementaire francophone donne ainsi de la voix pour un changement dans tous les secteurs. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, président de l'APF, se félicite de la bonne tenue des travaux. Je voudrais saluer la pertinence des interventions, mais surtout le sens de la responsabilité au regard des défis qui nous attendent. Force est de noter que l'espace francophone est traversé par des turbulences d'ordre sécuritaire, d'ordre économique, des turbulences liées à des déficits démocratiques dans certains États. Autant de points soulevés par les différents participants. Mais en même temps, on a pu noter aussi une des vertus de notre Assemblée, c'est la recherche du consensus. C'est de mettre en avant le compromis et de pouvoir toujours repartir de notre Assemblée avec l'esprit de la solidarité et de la mutualité. Fini donc la 28e session de l'Assemblée régionale Afrique de l'APF. Rendez-vous est donc pris pour la 47e session plénière de l'APF prévue en juillet à Kigali, au Rwanda.
On reste au Maroc, mais cette fois à Casablanca, où plus de 30 chefs d'entreprises africains sont réunis en vue de travailler au renforcement du rôle du secteur privé dans la croissance du continent. Occasion pour ces opérateurs économiques d'intégrer les rudiments clés, le management et la gestion financière. Ils sont sortis de ces séances remodelées. C'est ce que nous dit Lansile Bakayoko. Des chefs d'entreprise venus de différents pays, dont la Côte d'Ivoire, en position d'auditeur à Casablanca, la capitale économique du Maroc. Deux principaux modules pour créer de vrais leaders capables d'accroître la compétitivité du secteur privé africain. En premier, le management. Le management qui nécessite 6 compétences essentielles. Il doit maîtriser la communication avec son équipe, il doit utiliser les bons outils de résolution de problèmes, il doit les motiver. Un bon manager aussi doit quelque part savoir négocier avec son équipe. Et puis un manager, il doit coacher, accompagner son équipe, déléguer afin de réussir la délégation. En plus du management efficient, il importe pour les chefs d'entreprise africains de développer une éducation financière au service de la croissance. Une éducation financière qui met en avant la rigueur dans la gestion, mais aussi la conquête permanente d'opportunités à forte valeur ajoutée. Pour mieux gérer ses revenus, pour avoir un meilleur comportement avec l'argent, aujourd'hui j'ai partagé 3 étapes clés du monde de l'argent. La première étape, c'est justement réussir à chercher à en gagner beaucoup plus. Le deuxième élément, c'est que quand on a gagné de l'argent, c'est qu'il faut réussir à conserver une bonne partie de ce qu'on a gagné. Et quand on conserve une bonne partie de ce qu'on a gagné, ce n'est pas pour rester en train de dormir dans le terroir, c'est qu'on puisse justement réussir à faire circuler ces capitaux en trouvant des solutions d'investissement pour faire fructifier cet argent-là. Selon l'expert en éducation financière, épargner ne peut plus être une option pour les entreprises africaines, mais une obligation. Ces échanges sont en prélude au Gala des leaders, une occasion de récompenser les entreprises qui ont fait preuve de créativité et d'innovation. À travers ces 2 conférences, ce que nous recherchons, c'est l'échange entre les leaders africains, leur expérience professionnelle, leur manière de travailler, leurs expériences au niveau managérial, pour que chacun soit édifié à travers ce que l'autre puisse apporter. Ici à Casablanca, une trentaine de chefs d'entreprise vont être honorés. Et depuis le mardi dernier se tient en Égypte le Forum d'Assouan 2022, une plateforme de haut niveau consacrée aux questions de paix, de sécurité, de développement durable. Le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural y prend part. Kobenan Kwasi Adjoumani a fait une communication sur les efforts consentis par la Côte d'Ivoire pour faire face notamment au terrorisme, surmonter les effets de la pandémie de Covid-19. Walter Amadou Ouattara est notre envoyé spécial au Caire. Environ 50 pays présents au Caire en Égypte. Ils prennent part à la 3e édition du Forum d'Assouan. C'est un cadre d'échange sur les défis auxquels l'Afrique est confrontée, singulièrement les questions de paix, de sécurité et de résilience au développement durable. La Côte d'Ivoire est très attendue. La Côte d'Ivoire, qui est un des premiers producteurs agricoles en Afrique, donc l'expérience de la Côte d'Ivoire est très précieuse pour nos discussions. L'Afrique se trouve à la croisée des chemins actuellement dans la scène internationale. Elle souffre de l'impact de la crise ukrainienne avec la crise des denrées alimentaires. Et en même temps, elle doit toujours faire face aux défis du terrorisme qui ravage notre continent, aux conséquences du Covid économique et social. Comment gérer tout cela en même temps? Quelles réponses les pays amènent à ces défis de manière à renforcer leur capacité à gérer ces crises? Voilà les enjeux de cette édition du Forum. À la cérémonie d'ouverture, plusieurs interventions par visioconférence, notamment celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, du président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Ces personnalités ont exprimé leur soutien à la tenue de l'événement dans un contexte difficile relativement à la pandémie de la Covid-19 et à la crise en Ukraine. En présentiel, le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte a souhaité un partage de l'expérience de la Côte d'Ivoire sur la gestion de l'actualité. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, s'est acquitté de l'exercice. Nous avons parlé de ce que nous faisons pour trouver la solution au problème des prix des produits qui nous arrivent de l'Ukraine, tels que le blé, tels que également les engrais. Et en Côte d'Ivoire, nous avons décidé de nous orienter vers des
produits de consommation tels que le manioc, le maïs, dont la farine peut être utilisée dans la confection du pain, qui est une denrée très consommée en Côte d'Ivoire. Nous avons également parlé des matières organiques que nous pouvons utiliser dans la fabrique d'engrais au niveau local. L'Afrique a l'ère des risques en cascade et de la vulnérabilité climatique vers un continent pacifique, résilient et durable. C'est le thème de cette 3e édition du Forum d'Assouan, ouvert mardi 21 juin 2022 et qui va durer 2 jours. Retour en Côte d'Ivoire hier jeudi à l'Assemblée nationale, le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était face aux députés dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025 a été présenté aux députés par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Les précisions d'Abou Sanogo. La programmation budgétaire pluriannuelle 2023-2025 au cœur des échanges entre le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et les députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières. Moussa Sanogo était à l'hémicycle pour présenter le document qui donne des indications sur les orientations budgétaires et économiques du gouvernement. Selon le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, il présente un panorama financier et économique admirable pour les 3 prochaines années. Concernant la situation économique et financière pour la période 2019-2022, je voudrais indiquer que l'activité économique nationale a enregistré des performances plutôt satisfaisantes sur cette période. Vous noterez que le taux de croissance du produit intérieur brut s'est établi à 6,2% en 2019. Il a certes fléchi pour s'établir à 2% en 2020, en lien notamment avec les effets négatifs de la Covid-19. Mais en 2021, ce taux est remonté pour s'établir à 7,4% grâce à la maîtrise des effets de la pandémie de la Covid-19 et à la poursuite donc de la politique volontariste d'investissement dans le secteur moteur de croissance en rapport avec la mise en œuvre du PN2 2021-2025. La politique budgétaire pluriannuelle 2023-2025 sera orientée en matière de recettes vers la consolidation de l'efficacité du recouvrement des recettes intérieures. En matière de défense, elle visera la poursuite de la maîtrise des charges de fonctionnement et le maintien de la justification de l'endettement public. Sur la période 2023-2025, ces ressources resteraient dominées par des ressources intérieures qui représenteraient en moyenne 80% de l'ensemble des ressources. Au niveau des dépenses, la programmation des dépenses de la période 2023-2025, elle s'inscrirait dans la poursuite de la politique budgétaire orientée vers le renforcement des investissements structurants à fort impact. Pour le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, les projections économiques et budgétaires sur la période 2023-2025 s'inscrivent dans la vision stratégique de développement Côte d'Ivoire 2030, telle que traduite dans le plan national de développement 2021-2025. Les ressources du budget de l'État pour l'année 2023 s'élèvent à 11 272,1 milliards de francs CFA. Elles connaissent une hausse de 13,8% par rapport à celle de l'année en cours. Et 3e et dernier titre de ce journal, le poste à péage de Grand Bassam a été inauguré ce vendredi matin par le ministre de l'Entretien de l'équipement routier Amédée Kofi Kouakou. Les usagers du trajet Abidjan-Bassam devront désormais s'acquitter des tarifs appliqués par le Fonds d'entretien routier en fonction de la catégorie de leur véhicule. Le ministre Amédée Kofi Kouakou a tenu à rassurer les populations et a mis fin en polémique sur les tarifs. Jean-Marc Tchachi. Ouvert à blanc depuis le 15 avril 2022, le poste à péage de Grand Bassam est officiellement mis en service. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, coupe le ruban de la cérémonie et franchit de manière symbolique l'une des barrières de ce poste. D'un coût global de 23 milliards de francs CFA, financé par le Fonds d'entretien routier FER, le poste à péage de Grand Bassam enregistre 16 voies, dont 8 voies par sens. Avec un trafic d'environ 13 000 véhicules par jour, les revenus du péage serviront à l'entretien de cette infrastructure. Une aubaine pour l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre a dit que c'est la partie ivoirienne d'une voie internationale qui part d'Abidjan jusqu'à Lagos. Et nous sommes au premier maillon de la partie ivoirienne qui est l'axe de Bassam.
nous sommes heureux. Et nous pouvons dire que du travail de qualité est en train de faire en matière de route. Et ça, il faut saluer le président de la République pour tout ce qui se fait. 1000 à 3500 francs CFA en fonction du type de véhicule. Ce sont les tarifs communiqués par le FER à la date du mardi 21 juin 2022. Là-dessus, les usagers devront s'y conformer. Le ministre Amédée Kofi Kwaku met fin au débat et rassure les populations. L'ancienne route qui va à Bassam a été entièrement réhabilitée par le président. Le président, avec le ministre des Transports, a même mis des bus pour permettre donc à nos compatriotes qui habitent Bassam de regagner à Abidjan à moindre coût. C'est ça le social, c'est ça la vision du président Alassane Ouattara. Des travaux sont faits partout. Et aujourd'hui, il est heureux pour nous que nous soyons venus pour lancer officiellement l'ouverture de ce péage. En plus, il y a une voie alternative. Le péage de l'autoroute de Grand Bassam est le troisième du genre géré par le Fonds d'entretien routier après celui d'Atingué-Singrobo, autoroute du Nord, et celui de Thomassi-Mouapé menant à l'est du pays. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi à 24 juin 2022 48 nouveaux cas de Covid-19 sur 1071 échantillons prélevés, soit 4,5% de cas positifs, 49 guéris et 0 décès. À la date du 24 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte 82 953 cas confirmés, dont 81 966 personnes guéries, 804 décès et 183 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 543 962. Le 23 juin 2022, 9 492 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 786 775 doses du 1er mars 2021 au 23 juin 2022. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. On continue de parler justement de santé. Les populations de la commune de Koumassi ont été sensibilisées sur l'importance de la couverture maladie universelle, ce système de prise en charge qui offre l'accès à des soins de qualité et à moindre coût. Depuis l'année dernière, plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées auprès des populations par les équipes de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Davy Soyo, Serge Coléa. La Caisse nationale d'assurance maladie continue de tisser sa toile. Après Bouna, Yopougon, Atekoubé et Williamsville, cap est mis sur la commune de Koumassi. La campagne de proximité s'intensifie pour faire comprendre l'importance de la couverture maladie universelle. L'idée, permettre aux populations modestes de bénéficier d'une prise en charge en soins de qualité et à moindre coût. Nos populations ne sont pas encore habituées à tout ce qui est couverture du risque maladie. C'est tout nouveau pour eux. Alors, il est important pour nous de partir vers ces populations-là, leur parler, leur expliquer ce que c'est que la couverture maladie universelle. Concernant les difficultés rencontrées par certains assurés dans les centres de santé, les responsables rassurent. D'abord, il faut aller dans un centre qui est conventionné, être titulaire d'une carte et être à jour de ses cotisations. Nous travaillons toujours de concert avec nos prestataires progressivement pour que tous les centres publics soient conventionnés. Nous travaillons aussi avec eux pour qu'ils puissent bien maîtriser les outils de la couverture maladie universelle et nous les accompagnons pour qu'ils puissent améliorer la prise en charge des assurés. Explications, diapos, projection de films et surtout des échanges avec les populations de la commune de Koumassi. Notre sortie d'aujourd'hui, on a bien compris ce qui c'est qu'assurance maladie. Avec la sortie d'ici, on va faire les cartes pour pouvoir soigner nos enfants. Depuis le lancement de la couverture maladie universelle, 3 424 953 personnes se sont enrôlées. 3 253 664 ont été produites et 2 420 955 cartes ont été distribuées.
Un reportage de David Soyo commenté pour vous par Patricia Obouetia. Parlons à présent religion, le Hajj 2022, direction Médine, deuxième ville sainte de l'islam, qui est la première escale des candidats ivoiriens au pèlerinage musulman. Ce vendredi, le 6e vol du contingent étatique est arrivé dans cette cité sainte. En ce jour béni, les autres délégations déjà présentes sur le sol saoudien ont pris part à la grande prière du vendredi, un moment de spiritualité que nous racontent nos envoyés spéciaux Mahama Traoré et Abdoulaziz Ganiou. La mosquée sainte de Médine. Ce vendredi, des milliers de fidèles musulmans venus du monde entier y affluent pour la grande prière. Dans ce gigantesque édifice, situé à proximité de la sépulture du guide des musulmans, le prophète Mohammed, priorité absolue à la prière, aux invocations et à la méditation. Pas d'autre choix, car une seule adoration accomplie en ce deuxième lieu saint de l'islam après la Mecque est un privilège spirituel. Quand nous sommes dans nos pays différents, quand vous priez dans une mosquée ensemble avec des fidèles, vous avez, on va dire par exemple, vous avez 25, 27, ça fait les mérites de cette mosquée. Mais la mosquée de Médine, elle est différente, elle, ça fait 1000. Quand la prière est exaucée, c'est pourquoi il faut être saint, il faut être saint d'esprit, l'intention n'a qu'à être très bonne pour que Allah accepte. Vraiment, je vais à la mosquée, le but, c'est d'avoir ce mérite-là. Aucun des rites du pèlerinage musulman ne s'accomplit à la mosquée de Médine. Mais pour les nombreux candidats au Hajj, notamment ceux et celles venus d'Abidjan, le détour en vaut la peine. Ils étaient donc nombreux ce vendredi à avoir pris part à la grande prière. C'est vrai, quand nous ne nous appelait pas les premiers tours à Abidjan, on se plaignait, mais or que Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. C'était pour me donner un vendredi à Médine. Et vraiment, c'était émouvant. C'est là qu'on connaît que la religion musulmane, elle est formidable. C'est un souhait très ardent que nous attendons ça. Et aujourd'hui, ça a été effectif. J'étais parmi les premiers même arrivés dans la grande mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, juste à côté de Raouda. La Raouda, c'est l'espace saint situé entre la tombe du prophète et sa mosquée. Mais nous n'avons pas pu avoir accès, mais on a vu l'espace quand même. C'est une grâce par d'Allah. Ça a augmenté ma foi. Je suis contente de voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors des heures de prière, dans la Sainte Mosquée, les futurs pèlerins ont l'opportunité d'aller visiter d'autres sites inédits, tels que la tombe du prophète Mohammed et le cimetière de Bakiya, où repose sa famille et ses compagnons. Des endroits mythiques que nous n'avons pas pu filmer en attendant la délivrance d'autorisation du royaume saoudien. Et dans l'actualité internationale, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, arrivé à Bamako hier jeudi, dans l'après-midi, est reparti ce vendredi à la mi-journée, a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ainsi que d'autres officiels maliens. Dans 9 jours, les chefs d'État de la CEDEAO pourraient décider d'une éventuelle levée des sanctions économiques et financières qui frappent le Mali. Depuis le mois de janvier, le gouvernement malien, lui, a commencé ce vendredi une consultation des partis politiques de la société civile sur le chronogramme des prochaines réformes institutionnelles et sur celui des futures élections. C'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.